Dans le sud de la France, à Grasse, il pleut rarement ainsi. D'habitude, l'air est parfumé de jasmin et de fleurs d'oranger. Mais cette nuit-là, l'air ne sentait que la trahison. Derrière moi, le manoir de Launay, datant du XVIIe siècle, se dressait dans toute sa majesté. À l'intérieur de ses murs, mon mari Louis, ma belle-sœur Isabelle et l'avocat de la famille, Monsieur Renard, devaient sabrer le champagne. Quand ils m'ont jeté à la rue, vêtu d'un simple trench coat mouillé et sans un sou en poche, ils pensaient que ma vie était finie. Louis, cet élégant et charmant Louis. Ce que j'ai vu dans ses yeux lorsqu'il m'a regardé partir, ce n'était pas de la haine. C'était pire. C'était de l'indifférence. Comme si je n'avais jamais existé, comme s'ils n'avaient jamais tenu mes mains qui avaient créé la Formule 1. Mais ils se trompaient. Ils avaient commis une grave erreur. En me jetant à la rue, ils n'avaient même pas remarqué que j'avais emporté avec moi la chose la plus précieuse. Ils pensaient que j'étais un voleur. Mais en réalité, j'étais leur fin. Cette histoire raconte comment une femme a tout perdu et comment elle a utilisé son intelligence pour mettre un empire à genoux. Si vous êtes prêts, je vais vous révéler le secret le plus sombre de Grasse. Ce n'est pas une histoire de divorce ordinaire. C'est une déclaration de guerre. Si vous voulez savoir qui sera le vainqueur à la fin de l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications. Car vous serez témoin de tout au cours de ce voyage. Tout avait commencé comme un conte de fées. Je m'appelle Céleste. Je suis née à Grasse, mais pas dans un château, dans les logements ouvriers en contrebas de la ville. Mon père était cueilleur de fleurs. Mais Dieu m'avait fait un cadeau étrange, le nez. À l'âge de 5 ans, je pouvais déjà distinguer la vanille synthétique de la véritable vanille Bourbon de Madagascar à 10 mètres de distance. À 20 ans, les plus grandes maisons de parfums du monde me couraient après. Mais je suis tombée amoureuse. Louis de Launay, l'héritier de la famille la plus aristocratique et la plus ancienne de Grasse. Un homme beau, cultivé et très doué avec les mots. Sa famille, la maison de Launay, produisait depuis 200 ans les parfums les plus emblématiques de France. Mais ils avaient un problème, leur créativité était épuisée. Au cours des 20 dernières années, ils n'avaient pas réussi à créer un seul parfum à succès. Lorsque Louis m'a épousée, tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'un conte de fées. La fille du fleuriste devenait princesse. Mais quand je repense à cette époque, je me rends compte que Louis ne cherchait pas une épouse. Il cherchait un nez gratuit pour sauver son entreprise en déclin. Lorsque j'ai emménagé au château, ce n'était pas le luxe qui m'attendait, mais une guerre froide. Ma belle-mère, Madame Catherine de Launay, une femme de fer. Elle m'a toujours considérée comme la petite lubie de mon fils. Mais le vrai danger n'était pas elle. Le vrai danger se cachait dans l'ombre, Isabelle, la sœur de Louis, Isabelle. Elle prétendait être l'artiste de la famille, mais elle n'était qu'une personne au nez bouché. Elle confondait même le jasmin et la violette. Je pouvais voir la haine pure sur le visage d'E, alors qu'elle observait mon talent et mon aisance naturelle dans le laboratoire. Elle portait le nom de Launay, mais c'était moi qui avais du talent. Cela la rongeait de l'intérieur. Et puis, j'ai créé la Formule 1. Ce n'était pas seulement un parfum. C'était un parfum révolutionnaire qui allait sauver la famille de Launay de la faillite. Il contenait des roses de Grasse cueillies uniquement à l'aube et une combinaison moléculaire rare dont la formule n'existait que dans mon esprit. Madame Catherine avait pleuré lorsqu'elle avait senti le parfum pour la première fois. C'est ça, avait-elle dit, qui va nous sauver. La formule a été enfermée dans le coffre-fort familial. Seule Madame Catherine et moi connaissions le code. Même Louis ne le savait pas. Il y a 3 semaines, Madame Catherine a eu une crise cardiaque et est décédée. Ma seule protectrice dans cette maison était partie. Lors des funérailles, Louis ne m'a pas tenu la main. Isabelle, quant à elle, était étrangement joyeuse. Il y avait une lueur sournoise dans ses yeux. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. J'aurais dû comprendre que les vautours allaient fondre sur nous. 2 jours après les funérailles, l'avocat Monsieur Renard est venu au manoir. Il faut lire le testament et ouvrir le coffre-fort, a-t-il dit. Lorsque le coffre-fort a été ouvert, l'atmosphère dans la pièce est devenue glaciale. Le coffre-fort était vide. Le vieux cahier relié en cuir. Le cahier contenant la Formule 1. Et toutes les archives de la famille datant de 200 ans avaient disparu. Isabelle poussa un cri théâtral. Je le savais, s'écria-t-elle en me pointant du doigt. Je savais qu'il l'avait pris. J'étais sous le choc. Je me suis tournée vers Louis. Louis, c'est absurde, ai-je dit. Seule ta mère et moi connaissions le code, mais je te jure. Louis ne m'a même pas regardé. Il a jeté un dossier sur la table devant moi. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Je n'en croyais pas mes yeux. Un compte avait été ouvert à mon nom en Suisse. Et il semblait qu'un virement de 500 000 € avait été effectué sur ce compte par la société concurrente L'Odeur Noire. La date du relevé bancaire était la veille du décès de Madame Catherine. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit d'une voix tremblante. Je n'ai pas ouvert ce compte, Louis. C'est un piège.
Maître Renard intervint avec son calme détestable. Madame, les adresses IP correspondent à celles de votre tablette. Les registres d'entrée du laboratoire indiquent que vous étiez là cette nuit-là. Et maintenant, le plus grand héritage de la famille est entre les mains de notre concurrent. Isabelle s'est jetée dans les bras de Louis en versant des larmes de crocodile. Mon frère, je te l'avais dit, c'est un chasseur d'or. Dès que ma mère est morte, il nous a vendus, Louis. Dis-je à nouveau, plus fermement cette fois. Je le regardai dans les yeux de mon mari, l'homme que j'aimais. Tu crois ça? Tu crois vraiment que je vendrais ce que j'ai créé moi-même à cette simple marque? Louis se leva. Son visage arborait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Du dégoût. Notre contrat de mariage est clair, Céleste, dit-il d'une voix glaciale. En cas de déchéance morale et de vol, tu ne peux prétendre à aucun droit. Prends tes affaires. Je ne te dénoncerai pas à la police simplement parce que je ne veux pas que le nom de notre famille soit davantage sali. Mais maintenant, va-t'en. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi, mais ce n'était pas mon cœur. C'était ma pureté. Je suis montée dans ma chambre. Je n'ai pris que mon passeport, le vieux collier que m'avait laissé ma mère et un petit carnet. Louis chuchotait avec l'avocat en bas. Isabelle se tenait en haut des escaliers, un verre de vin à la main, et me souriait. Au moment où je franchissais la porte, Isabelle m'a murmuré « Tu n'es pas si douée que ça, n'est-ce pas, Céleste? Tu n'as même pas su voir venir ta fin. » Lorsque la porte en fer s'est refermée derrière moi, je me suis retrouvée sous la pluie, tremblante. Je n'avais rien d'autre dans ma poche que mon téléphone et 50 € en espèces. La famille la plus puissante de Grasse m'avait jetée à la rue comme un déchet. J'étais marquée du sceau de la voleuse. Ma carrière était terminée. Mais le dernier sourire d'Isabelle, ce sourire résonnait dans mon esprit. Tu n'as même pas su sentir ta propre faim. À ce moment-là, sous la pluie, cette odeur m'est venue au nez. Le parfum qu'Isabelle portait. Sous le choc, je ne l'avais pas remarqué à ce moment-là, mais maintenant, l'air frais m'avait éclairci les idées. Le parfum qu'Isabelle portait. C'était un parfum coûteux, mais il y avait quelque chose de très subtil dans ses notes de fond, du bois de santal et du sucre brûlé. Ce n'était pas la signature de Louis, mais celle d'Antoine, le parfumeur en chef de la société concurrente. Isabelle voyait le parfumeur concurrent. Je n'avais pas volé la formule. C'était Isabelle qui l'avait volée. Et elle avait manipulé mon idiot de mari pour qu'il me fasse porter le chapeau. J'ai sorti mon téléphone. L'écran était mouillé, mais il fonctionnait. J'ai regardé le faux compte en Suisse. Puis l'avocat. Puis cet immense château. Très bien, me suis-je dit. Ma voix était désormais assez forte pour couvrir le bruit de la pluie. Vous voulez jouer? Jouons. Mais il pensait jouer aux dames. Moi, j'avais déjà installé l'échiquier. Et pour faire mon premier coup, j'avais besoin de quelqu'un de mon passé, la seule personne qui me devait encore quelque chose. Dans la rue, j'étais sans le sou et sans réputation. Mais j'avais le meilleur nez du monde. Et les odeurs ne mentent jamais. Je les noirais dans leur propre jeu, dans leur propre arrogance. L'endroit où j'avais passé la nuit était bien loin des draps de soie et des oreillers parfumés à la lavande du château de Launay. C'était une chambre d'hôtel bon marché dans la zone industrielle de Grasse, aux murs imprégnés d'odeur d'humidité. La lumière jaune du réverbère qui filtrait par la fenêtre éclairait les taches sur le vieux tapis. La plupart des gens, dans cette situation, se seraient assis et auraient pleuré leur sort. Ils se seraient demandé pourquoi moi. Mais j'avais cessé de me poser cette question depuis des années. J'étais de ceux qui se demandaient « Et maintenant, quelle est la prochaine étape ?» Il était 4 heures du matin. La batterie de mon téléphone était à 10%. Cela suffisait pour passer un seul appel. J'ai trouvé le nom Julien dans mon répertoire. Julien était ce garçon maigre avec qui j'avais grandi dans les ruelles de Grasse, avec qui j'avais joué aux billes et volé des roses dans les champs de fleurs. Aujourd'hui, il était l'un des experts en cybersécurité les plus obscurs et les plus brillants de Marseille. Un fantôme qui résolvait les nœuds numériques que les banques, les entreprises et parfois même le gouvernement ne parvenaient pas à démêler. Le téléphone a sonné 3 fois avant d'être décroché. Sa voix n'était pas endormie. Il ne dormait jamais. Céleste, dit-il. Rien qu'à la façon dont il prononçait mon nom, je compris qu'il était déjà au courant. Grasse était une petite ville, les ragots se propageaient plus vite que l'odeur. J'ai besoin de ton aide, Julien. Dis-je. Ma voix tremblait, non pas de peur, mais de froid. Le chauffage de la pension ne fonctionnait pas. On m'a tendu un piège. Un compte en Suisse, une fausse adresse IP et un héritage volé. Julien resta silencieux pendant un moment. Puis j'entendis le cliquetis familier et rythmé des touches du clavier. Je sais, dit-il. C'est même tombé dans les journaux. Les gros titres disent « Le nez d'or de Grasse a volé l'héritage familial et s'est enfui ». Cet idiot de Louis a vraiment cru à ça. On lui a fait croire. Répondis-je. Mais ce n'est pas le problème. Isabelle est impliquée. Et derrière elle se cache Antoine, le parfumeur de l'odeur noire.
Je dois le prouver. Donne-moi 10 minutes, m'a dit Julien. Et il a raccroché. Ces 10 minutes ont été les plus longues de ma vie. En faisant les 100 pas dans la pièce, j'ai repensé à cette odeur qui m'était venue aux narines. Cette note subtile, presque imperceptible, de santal et de sucre brûlé qui imprégnait Isabelle. C'était la signature d'Antoine. Antoine était un homme talentueux mais ambitieux. Il essayait depuis des années de voler des parts de marché à la famille de Launay, mais avec notre chef d'œuvre Formule 1. Ces mélanges synthétiques n'avaient aucune chance. Maintenant, grâce à Isabelle, il avait cette formule. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mon téléphone vibra. Julien m'avait envoyé un message et un fichier. J'ai immédiatement appelé Julien. Qu'as-tu trouvé, Céleste? Dit-il d'une voix plus grave cette fois-ci. Le compte suisse ouvert à ton nom. Oui, il semble que l'adresse IP de ta tablette ait été utilisée. Mais il s'agit d'une usurpation d'identité, c'est-à-dire d'une redirection. Le signal provient en réalité de l'intérieur du château, mais pas de ton laboratoire, plutôt de l'aile réservée aux invités. La chambre d'Isabelle. Ai-je murmuré. Il y a plus. Continua Julien. Le transfert d'argent a été effectué par une société écran de l'odeur noire. Mais le plus intéressant, c'est que 2 heures après le versement de l'argent sur ton compte, une somme importante a été transférée sur le compte personnel d'Isabelle depuis une société offshore des îles Caïmans. Sous le nom de frais de consultation, les pièces du puzzle s'assemblaient. Isabelle m'avait fait passer pour un voleur afin de me priver de mon héritage, tout en vendant la formule à un concurrent pour s'enrichir. Louis, quant à lui, avec sa loyauté aveugle, avait pris le parti de sa sœur plutôt que celui de sa femme. Ces preuves seront-elles recevables devant un tribunal? Demandai-je. Difficile, répondit Julien. Il est difficile de relier des comptes offshore. Il nous faut quelque chose de concret, un contact physique, une rencontre, un aveu. Ils vont se rencontrer. Ai-je dit avec certitude. Isabelle aime célébrer ses victoires, et Antoine sera impatient de mettre la main sur son nouveau jouet. Pouvez-vous les localiser? Le téléphone d'Isabelle émet actuellement un signal près de Cannes. Près de l'hôtel Le Grand, Cannes. Bien sûr, loin des ragots de Grasse, la ville du luxe et du péché. Merci Julien. Je te revaudrai ça. Reste en vie d'abord, Céleste. Ces types peuvent être dangereux. Je raccroche le téléphone. J'enfile mon trench coat. Dehors, la pluie a cessé, mais le ciel reste couvert. Je dois me rendre à Cannes. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture. Mais à Grasse, on dit un bon et trouve son chemin même dans l'obscurité. Je suis arrivé à Cannes en faisant du stop. Lorsque le chauffeur de camion m'a déposé sur la route côtière, les premières lueurs du jour se reflétaient sur la mer. Je ne pouvais pas attendre devant la porte luxueuse de l'hôtel Le Grand. Je me suis dirigé vers l'arrière, vers l'entrée du personnel et la sortie du parking privé. J'ai attendu. 1 heure, 2 heures. La faim me tenaillait l'estomac, mais l'adrénaline me tenait debout. Et puis, j'ai senti cette odeur. Mon nez les a détectés avant mes yeux. Un parfum masculin lourd et épicé. Antoine. Et à côté de lui, cette odeur sucrée et collante de fleurs. Isabelle. Ils étaient dans une berline noire qui sortait du parking. Isabelle était appuyée contre l'épaule d'Antoine, assis au volant, et elle souriait. Elle tenait un dossier dans ses mains. Notre dossier. Pas les maudits relevés bancaires que mon mari m'avait jetés au visage, mais le dossier technique de la Formule 1. Dès que je les ai vus, le dernier doute qui subsistait en moi s'est envolé. Mon mari ne m'avait peut-être pas trompé, mais j'avais été vendu par sa famille, par mes liens du sang. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai mémorisé sa plaque d'immatriculation. Mais je n'avais pas besoin de les suivre. Je savais où ils allaient. 2 semaines plus tard, le Salon international du parfum se tenait à Cannes. Antoine allait y présenter son nouveau parfum révolutionnaire. Isabelle serait à ses côtés, en tant que partenaire secrète, pour savourer la victoire. En retournant à ma chambre d'hôtel, j'ai vu mon reflet dans la vitre de l'arrêt de bus. Une femme fatiguée, les cheveux en bataille, les yeux cernés. Il ne restait plus rien de la gracieuse Céleste, de Louis. Mais j'ai vu autre chose dans ce reflet, la liberté. Car il y avait un détail très important, vital, qu'ils ignoraient et qu'ils n'avaient pas pris en compte. Ils avaient volé le cahier relié en cuir qui se trouvait dans le coffre-fort. Ce cahier rempli de formules, sur lequel était écrit Formule 1. Antoine devait être en train de fabriquer le produit dans son laboratoire en suivant les proportions indiquées dans ce cahier. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une semaine avant la mort de Madame Catherine, j'avais remarqué qu'Isabelle traînait beaucoup autour du laboratoire. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, j'ai remplacé le cahier qui se trouvait dans le coffre-fort. Oui, vous avez bien entendu. Le cahier qu'Isabelle avait volé et vendu à Antoine n'était pas l'original de Formule 1, mais une copie que j'avais préparée. Mais ce n'était pas une copie ordinaire. À première vue, la formule qu'il contenait semblait parfaite. Au premier essai, elle sentait merveilleusement bon.
Mais cette formule contenait une erreur de timing. Une blague chimique. Le cahier original? Il se trouvait dans la doublure de la boîte à bijoux de ma mère, avec moi dans cette chambre d'hôtel humide. Ils pensaient que j'étais finie. Mais j'étais sur le point de devenir leur pire cauchemar. Ce salon à Cannes ne serait pas leur nuit de gloire, mais ma scène. Mais je ne pouvais pas m'y rendre dans cet état. J'avais besoin de pouvoir. Et pour obtenir ce pouvoir, je devais faire entrer dans le jeu quelqu'un d'autre. Un parent en exil, qui connaissait le secret le plus sombre de la famille. Un secret que Louis ne pouvait pas imaginer. J'avais dit que cette histoire n'était pas seulement une histoire de vengeance, mais aussi une guerre d'héritage, au nord de Grasse. À mesure que nous montions vers les montagnes, l'air se rafraîchissait et les voix joyeuses des touristes laissaient place au sifflement du vent. Ma destination était une ancienne ferme en pierre, difficile à trouver même sur les cartes, située juste à côté du village de Gourdon. C'était là que le honneur de la famille Delaunay, le grand-oncle Gustave, avait été exilé. Gustave Delaunay. Il était autrefois le fleuron de la famille. Mais il y a 30 ans, il s'était opposé à la commercialisation de l'entreprise familiale, à la vente de l'âme des parfums, et avait été excommunié par sa propre sœur, ma belle-mère Catherine. Ses parts lui avaient été retirées, son nom avait été effacé de l'histoire familiale. Tout le monde le croyait mort. Mais j'avais appris qu'il était vivant grâce aux divagations de Madame Catherine sur son lit de mort, lorsque j'ai poussé la porte rouillée du jardin. Ce n'est pas un chien qui a aboyé, mais une odeur âcre de thym et d'alcool distillé qui m'est venue aux narines. Gustave travaillait devant un alambic en cuivre dans le jardin, comme si le temps s'était arrêté au XIXe siècle. Il n'a pas été surpris de me voir. Il m'a fixé de ses yeux bleus glaciers caractéristiques des Delaunay. Enfin, dit-il d'une voix rauque comme du gravier, la petite chouchoute de Catherine est arrivée. Il paraît qu'ils t'ont mise à la porte, toi aussi. La nouvelle s'était répandue jusqu'aux montagnes. J'ai besoin de ton aide, Gustave. Lui dis-je sans détour. Il a ri. Un rire amer, métallique. De l'aide. Je ne fais que du fromage de chèvre et de l'huile de lavande, ma fille. J'en ai fini avec ton monde luxueux. Mon monde s'est effondré, Gustave. Dis-je en faisant un pas vers lui. Louis et Isabelle ont vendu l'héritage familial pour rien. Ils ont cédé la Formule 1 à l'odeur noire. Cela avait attiré son attention. Il s'éloigna de l'alambic. Ils ont vendu le chef-d'œuvre de Catherine? À ce marchand, Antoine? Oui, mais il y a une chose qu'ils ignorent. Dis-je en sortant de mon sac le petit carnet usé. Ce n'est pas cette formule qu'ils ont vendue. Je parlais à Gustave du faux carnet qu'Isabelle avait volé dans le coffre-fort et du piège chimique que j'y avais placé. Au fur et à mesure que je parlais, son visage renfrogné s'illumina peu à peu. L'expression fatiguée et vieillie de ses yeux disparut, remplacée par une lueur malicieuse. C'est toi, dit-il en me regardant avec admiration. C'est toi qui as fait la blague de l'aldéhyde C14. Mieux que ça, ai-je répondu. J'ai conçu un effondrement indolique à retardement. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en parfumerie, voici une explication. L'indole est une molécule naturellement présente dans les fleurs blanches telles que le jasmin et le muguet. Utilisé en très petite quantité, il confère au parfum cette odeur enivrante, sexy et profondément florale. Mais si la quantité augmente légèrement ou si la structure moléculaire est altérée, l'odeur se transforme soudainement en une odeur de viande pourrie et d'excréments. Gustave éclata de rire. Donc, Antoine, quand tu mettras ce parfum en bouteille, il sentira merveilleusement bon. Oui, ai-je complété sa phrase. Au premier jet, il sentira le paradis. Les notes de tête sont parfaites, les notes de cœur sont envoûtantes. Mais exactement 45 minutes après avoir réagi à la chaleur de la peau, lorsque les notes de fond se révéleront, la chaîne moléculaire se brisera, et le parfum se transformera littéralement en égout. Je savais qu'Antoine allait précipiter les tests en laboratoire. Le salon avait lieu dans 2 semaines. Il allait sauter les tests de stabilité et les essais à long terme sur la peau. Il allait seulement tester sur des bandes de papier. Et sur le papier, ma formule perfide ne se décomposait jamais. Seule la chaleur et le piquant de la peau humaine déclenchaient cette réaction. Gustave leva son verre de vin. C'est, dit-il, la chose la plus intelligente que la famille de Launay ait produite au cours des 50 dernières années. Alors, que veux-tu de moi, Céleste? Je veux que tu viennes avec moi au salon de Cannes, Gustave. Parce que Louis a utilisé le contrat de mariage pour me déshériter. Mais il a oublié une chose. Selon les statuts de la société, en cas de désaccord au sein du conseil d'administration, le membre le plus âgé de la famille a un droit de veto. Gustave hésita. Ils m'ont exclu de l'actionnariat, Céleste. Ma signature n'a plus aucune valeur. Ils ont pris tes actions. Dis-je en sortant de ma poche un vieux document trouvé par Julien. Mais ils ne t'ont jamais officiellement exclu du registre familial et de la liste des membres fondateurs. Catherine n'a pas osé le faire. Tu es toujours légalement le contrôleur honoraire de cette famille. Gustave regarda le document.
Ses mains tremblaient. Le destin de cet empire dont il avait été exclu et ignoré pendant des années était à nouveau entre ses mains. Et cette fois, la vengeance ne serait pas un plat qui se mange froid, mais un poison à renifler. D'accord, dit Gustave. Prépare-toi, ma fille. Nous allons à Cannes. Mais nous ne pouvons pas y aller comme des mendiants. J'ai de vieilles malles dans le grenier. Et je pense que, pour contrer le parfum ignoble d'Antoine, le monde devra voir un véritable chef-d'œuvre. Nous avons passé la nuit avec Gustave. Nous n'avons pas seulement discuté de stratégie juridique. Nous avons mis au point la formule originale numéro 1. Gustave connaissait les anciennes techniques, les méthodes d'extraction oubliées. Moi, je connaissais la chimie moderne et les molécules innovantes. Notre collaboration a donné naissance non seulement à un parfum, mais aussi à une arme. Nous l'avons baptisé l'héritage volé. Pendant ce temps, Julien continuait à nous donner des nouvelles. Antoine avait lancé la production en série à l'usine L'Odeur Noire. Milliers de flacons étaient remplis. Isabelle donnait des interviews à la presse, déclarant « J'ai fait entrer l'héritage de notre famille dans l'ère moderne, nous nous sommes débarrassés de la femme sans vision de mon frère. » Louis, quant à lui, célébrait la flambée des actions de la société. Tous étaient comme des gens profitant du vent alors qu'ils tombaient dans le vide. Ils ne savaient pas qu'ils allaient s'écraser au sol. Gustave a sorti un vieux smoking. Il m'a donné une robe Dior vintage qui appartenait à sa mère, mon arrière-grand-mère. Une armure de guerre, a-t-il dit. Le jour du salon arriva. Le parvis du palais des festivals de Cannes était rempli de limousines. Les flashs crépitaient sur le tapis rouge. À l'intérieur se trouvaient les géants du secteur, les critiques et les journalistes les plus acerbes. Antoine et Isabelle se tenaient devant un stand gigantesque. Sur le stand, on pouvait lire en lettres géantes nouveau partenariat DE à la UNAY et l'odeur noire désir infini. Même le nom était banal. Le gardien à l'entrée m'a demandé mon invitation. Bien sûr, mon nom ne figurait pas sur la liste des invités. Louis l'avait fait supprimer. Je suis désolé, madame, dit l'agent. Vous ne pouvez pas entrer. À ce moment-là, j'entendis le bruit de la canne de Gustave derrière moi. Il la frappa violemment contre le sol. Écarte-toi de mon chemin, mon garçon, dit-il de sa voix forte et aristocratique. Je suis Gustave Delaunay. Et cette dame est mon invitée. Si une personne portant le nom de Launay ne peut pas franchir cette porte, je brûle immédiatement le cirque qui se trouve à l'intérieur. Le gardien resta figé. Il avait entendu le nom de Gustave, il connaissait la légende. Il s'écarta avec hésitation. Nous entrâmes. Le brouhaha dans la salle s'est arrêté net dès qu'ils nous ont vus. La foule s'est divisée en deux. La coupe de champagne que Louis tenait à la main est tombée par terre et s'est brisée. Le sourire factice d'Isabelle s'est figé sur son visage. Quand Antoine ne me regardait même pas. Ses yeux étaient rivés sur Gustave. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Nous nous dirigeâmes vers la scène. Juste au moment où Isabelle allait commencer à présenter son parfum volé et frelaté. L'odeur de l'héritage volé, qui m'enveloppait, se répandait partout où je passais. Les gens se retournaient pour la sentir et chuchotaient. Cette odeur couvrait et effaçait celle qui émanait du flacon décoré qu'Isabelle tenait dans sa main. Louis courut vers nous. « Que faites-vous ici ? Sécurité !» cria-t-il. Gustave appuya sa canne contre la poitrine de Louis. « Asseyez-vous, jeune homme, dit-il. Le spectacle n'a pas encore commencé. » Et moi, je me dirigeais non pas vers le micro, mais directement vers le flacon désir éternel, qu'Isabelle tenait à la main. Les lumières de la scène étaient si vives que je pouvais voir les fissures du fond de teint sur le visage d'Isabelle. Elle serrait contre sa poitrine le flacon de parfum en cristal, désir infini, comme s'il s'agissait d'un bouclier. Antoine recula d'un pas, les yeux rivés sur Gustave, mais il n'avait nulle part où aller. Toute la salle, les critiques de parfum, les PDG de marques de luxe et les journalistes retenaient leur souffle, observant cette réunion de famille. Inattendu, je tendis la main vers le micro. Ma main ne tremblait pas. Ma voix résonna dans l'immense salle. « Excusez-moi, dis-je d'une voix faussement polie. Je vous interromps, mais je pense qu'il y a un malentendu. Ma belle-sœur Isabelle vient de présenter ce parfum comme le fruit d'un travail de plusieurs années. Mais je constate que l'étiquette sur le flacon mentionne ma famille, les Delaunay. » Isabelle s'écria d'une voix aiguë. « Que faites-vous ici ? Sécurité, cette femme est une voleuse. Elle a volé notre héritage et s'est enfuie. » Un murmure s'éleva dans le salon. C'était le moment ou jamais. « Une voleuse ?» demandai-je en souriant. « Si je suis une voleuse et que tu es cette merveilleuse née. Isabelle, peux-tu nous décrire la composition de ce parfum ? Par exemple, quelle est cette fleur dominante dans la note de cœur ? Est-ce le jasmin de Grasse ou le jasmin d'Égypte ?» Isabelle hésita. Son regard se posa sur Antoine. Antoine essaya de lui souffler la réponse, mais le micro était ouvert. Isabelle balbutia « Eh bien, bien sûr, la rose de Grasse la plus purée, et des épices exotiques. » « Une rose de Grasse ?» dis-je en éclatant de rire.
Isabelle, il n'y a pas de rose dans cette bouteille. Pas même une goutte. La foule éclata de rire. Antoine était rouge comme une tomate. J'avais touché Isabelle au vif. Qu'est-ce que tu en sais? S'écria Isabelle. C'est un chef-d'œuvre. Antoine et moi l'avons créé. Ah bon? Dis-je en m'avançant vers elle. Alors prouve-le. Vaporise-le, Isabelle. Pas sur des bâtonnets en papier. Sur ta peau. Sur tes poignets, ton cou. Si ce parfum est vraiment un chef-d'œuvre, il devrait chanter au contact de la chaleur de ton corps, non? Isabelle ne pouvait pas refuser mon défi. Les caméras tournaient. Antoine tenta de l'arrêter, tendit la main, mais l'orgueil d'Isabelle l'emporta sur la raison. Avec plaisir, dit-elle. Et à ce moment-là, j'ai appuyé sur le détonateur de ma vengeance. Elle a ouvert le bouchon du flacon. Elle en a vaporisé généreusement, très généreusement, sur son cou, ses poignets et le décolleté de sa robe en soie coûteuse. Au premier abord, l'odeur était magnifique. La première vague qui se répandit dans le salon était composée des notes de tête parfaite que j'avais conçues: bergamote, pommes vertes et herbes fraîchement coupées. La foule poussa un haut. Admiratif. Antoine poussa un soupir de soulagement. Isabelle sourit victorieusement. Tu vois? Me dit-elle en se tournant vers moi. Ça sent merveilleusement bon. Tu n'es qu'un envieux. Attends, dis-je calmement. Je regardais ma montre. Pas encore. Les projecteurs étaient très chauds. Isabelle transpirait. C'était parfait. La chaleur allait accélérer la réaction chimique. J'avais dit 45 minutes, mais sous ces lumières, cela ne prendrait même pas 10 minutes. Qu'est-ce qu'on attend? Demanda Louis depuis le bord de la scène, toujours sous la menace de la canne de Gustave. La vérité, ai-je répondu. Puis j'ai levé les yeux vers l'énorme écran de projection. Julien, maintenant. C'était mon signal à mon partenaire invisible, le génie dans la pièce sombre à Marseille. La publicité Désir infini, qui tournait sur l'écran géant derrière moi, s'interrompit brusquement. L'écran devint noir. Puis, un flux de code bleu apparut. Et ensuite, les documents. Dame documents clairs, visibles partout. Ceci, dis-je en montrant l'écran, est le relevé bancaire de la société Phoenix Consulting, basée aux îles Caïmans. Propriétaire, Isabelle Delaunay. Et voici un virement de 2 millions d'euros provenant de la société Écran de l'Odeur Noire. Date 2 jours exactement après le décès de ma mère, Madame Catherine. Le murmure dans la salle se transforma en cri de stupeur. Antoine, paniqué, essayait de boutonner sa veste. Isabelle était figée, les yeux rivés sur l'écran. C'est un mensonge. C'est un montage, cria-t-elle. Mais ce n'était pas encore fini. Et voici, dis-je en montrant le deuxième document qui apparaissait à l'écran, les logs IP du compte ouvert à mon nom en Suisse. Localisation Château de Launay, elle des invités, c'est-à-dire la chambre d'Isabelle. Louis regardait l'écran. Il était livide. Il se tourna vers sa sœur. Isabelle, est-ce vrai? Isabelle ne put répondre. Car à ce moment-là, il se passa autre chose. Son expression changea. Elle plissa le nez. Elle porta la main à son cou. Cette odeur. Au début, c'était une légère odeur aigre. Comme si un vase rempli de fleurs était resté trop longtemps dans l'eau. Mais en quelques secondes, cette réaction que j'appelle décomposition indole à retardement s'est transformée en une catastrophe en chaîne. Les odeurs de bergamote et de pommes se sont évaporées. Il ne restait plus que la pourriture, un mélange de canalisation, de viande avariée et de soufre pur, une odeur nauséabonde et âcre. Le rédacteur en chef de Vogue, assis au premier rang, a reculé en se bouchant le nez. Le critique de parfum à côté de lui s'est mis à tousser. L'odeur se propageait par vagues depuis la peau chaude d'Isabelle. Isabelle se frotta les poignets dans un mouvement de panique, mais cela ne fit qu'augmenter la friction et la chaleur, rendant l'odeur encore plus horrible. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Isabelle en ayant un haut le cœur. « Quelle odeur ?» Je m'approchai du micro. La froideur dans ma voix devait être encore plus perçante que l'odeur. « Cette odeur, Isabelle, dis-je, c'est l'odeur de ton âme. L'odeur de ne pas savoir ce que tu as volé. » Et Antoine? Antoine essayait de s'enfuir, mais Gustave tendit sa canne et lui fit un croche-pied. Antoine tomba à terre. Antoine, et je poursuivis, tu aurais dû le savoir en tant que né. L'indole, si elle n'est pas contrôlée, se transforme en monstre, tout comme ta cupidité. Isabelle criait et essayait de déchirer sa robe pour se débarrasser de cette odeur, mais celle-ci s'était imprégnée dans sa peau. Les gens s'enfuyaient d'elle avec dégoût. Sur cette scène, sous ces lumières, lors du lancement du parfum le plus cher au monde, Isabelle Delaunay sentait comme un tas d'ordures. Louis se précipita sur scène, mais pas vers moi, vers sa sœur. « Tu nous as ridiculisés !» criait-il. « Tu as tout gâché !» Pendant qu'ils se disputaient, Gustave s'approcha de moi. Avec son air aristocratique, il se tourna vers la foule. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix forte, au nom de la famille Delaunay, je vous présente mes excuses pour cette insulte à votre odorat.
Cependant, si vous souhaitez sentir un véritable parfum, un véritable héritage. Je sortis de mon sac le petit flacon en cristal. Gustave et moi avions distillé l'héritage volé. Dans cette ferme, j'ai ouvert le bouchon du flacon. J'ai vaporisé une seule fois dans l'air. À ce moment-là, au milieu de ce nuage d'odeurs nauséabondes, il s'est répandu comme par miracle. De la rose de grâce pure, du lichen de chêne profond et cette vieille teinture d'ambre que seul Gustave connaissait. Propre, noble et puissant, le parfum a purifié l'air du salon. Les gens me regardaient comme s'ils étaient sous le charme. Voilà, ai-je dit. C'est le véritable parfum de Delaunay. Il est invendable, impossible à voler et impossible à imiter. Lorsque les sirènes de police retentirent, Isabelle était sur scène, pleurant en se couvrant la bouche pour ne pas vomir. Antoine cherchait son avocat. Louis était effondré, la tête entre les mains. Moi, je me tenais debout, droit. Mais ce n'était que le début. Je les avais humiliés, oui, mais je n'avais pas encore fini. Il était temps maintenant de leur prendre leur empire. Les gyrophares bleus de la police illuminaient la célèbre croisette de Cannes. Mais cette nuit-là, personne ne regardait les lumières, tout le monde se bouchait le nez. Alors qu'Isabelle était embarquée dans le fourgon de police, 2 agents ont dû ouvrir les vitres en grimaçant. Le team, cet indole, avait tellement imprégné sa peau que, même en se lavant sans arrêt, elle continuerait probablement à sentir les égouts de grâce pendant toute la semaine à venir. Lorsque nous sommes arrivés au poste de police, le spectacle valait le détour. Antoine, dans un coin de la salle de garde à vue, criait à son avocat « Je n'ai fait qu'appliquer la formule, c'est elle qui m'a trompé », accusant Isabelle. Isabelle, dans un autre coin, tremblait dans sa robe de soie déchirée et répétait sans cesse « C'est cette femme qui a fait ça. Céleste a empoisonné mon parfum. » Le commissaire avait du mal à se retenir de rire pendant qu'il prenait ma déposition. Les documents fournis par Julien étaient si clairs que je n'avais même pas besoin de dire quoi que ce soit. Le faux compte en Suisse, les transferts d'argent aux îles Caïmans et les enregistrements IP de la tablette. Tout indiquait qu'il s'agissait d'une affaire de fraude organisée et d'espionnage industriel. J'ai été libérée en tant que victime. Quand je suis sortie du commissariat, c'était le matin. Gustave m'attendait à la porte. Il avait dans les mains des croissants frais et 2 cafés fumants. « Bonjour, petite dame », m'a-t-il dit en me tendant le café. La police a fait son travail. C'est maintenant à nous de jouer. Le cirque est terminé, il est temps de conquérir le royaume. Il avait raison. Louis n'avait pas été arrêté parce qu'il n'avait pas signé le document. Il n'était qu'un pion incompétent. À ce moment-là, il était probablement au château, avec l'avocat Renard, à chercher des moyens de sauver l'entreprise. Lorsque nous arrivâmes au siège social de la maison Delaunay, il était 9 heures du matin. Les employés chuchotaient et s'écartaient à notre vue. La nouvelle s'était déjà répandue. La bombe odorante faisait la une des journaux. Les actions de l'odeur noire avaient perdu 40% de leur valeur dès l'ouverture de la bourse. La marque Delaunay était désormais associée au scandale. Gustave ouvrit la porte de la salle du conseil d'administration en la poussant avec sa canne imposante. À l'intérieur, c'était le chaos total. Louis était assis à la tête de la table, les cheveux en bataille, la cravate défaite. L'avocat Renard et 3 membres du conseil d'administration, pris de panique, essayaient de faire signer des documents. Quand ils nous virent, Louis bondit sur ses pieds. « Toi !» cria-t-il en pointant son doigt vers moi. « Comment oses-tu venir ici? Tu as ruiné notre entreprise. » « Je te corrige, Louis, dis-je en passant de l'autre côté de la table, juste en face de lui. Je n'ai pas ruiné ton entreprise. C'est ta cupidité qui l'a ruinée. Je me suis contenté de faire en sorte que le cadavre empeste. » Gustave s'avança lourdement vers la tête de la table. À côté de Louis, sous le regard glacial de son oncle, Louis se recroquevilla de plus en plus. « Ce fauteuil, » dit Gustave en posant sa main sur l'épaule de Louis. « N'est-il pas un peu trop grand pour toi, mon garçon? Vous n'avez aucun pouvoir ici, oncle Gustave. » s'écria l'avocat Renard. « Vous n'avez aucune action. Vous ne faites pas partie du conseil d'administration. Si vous ne sortez pas, j'appelle la sécurité. » Gustave sourit. Il vivait enfin le moment qu'il attendait depuis 30 ans. Il sortit de sa poche le vieux document jauni, écrit sur du papier parchemin, et le jeta au milieu de la table. « Statut fondateur de la maison Delaunay, article 12. » dit Gustave d'une voix qui résonnait comme un marteau de juge. Lorsque la réputation de la société est irrémédiablement entachée par les membres du conseil d'administration ou en cas de déchéance morale, le membre fondateur le plus ancien encore en vie a le pouvoir de dissoudre le conseil d'administration et de nommer un administrateur provisoire. Le silence dans la pièce était encore plus pesant que l'odeur d'Isabelle. L'avocat Renard s'empara du document, le lut et pâlit. « Cet article a été rédigé en 1950, balbutia-t-il. Mais il est toujours valable. »« Oui, dit Gustave. Et je suis le plus ancien survivant, en fait le seul membre fondateur. Catherine étant partie, c'est moi qui suis aux commandes. » Gustave se tourna vers Louis. « Lève-toi.
Louis tenta de protester. Mais je suis le chef de famille. Ma mère m'a laissé l'entreprise. Ta mère t'a laissé l'entreprise parce qu'elle pensait que tu étais capable de la diriger, dit Gustave. Mais tu as jeté ta femme à la rue et tu as laissé ta sœur voler son héritage. Et le pire, Louis, tu es à la tête d'une entreprise de parfums, mais tu ne vois même pas le bout de ton nez. Louis baissa les épaules, vaincu, et se leva de son fauteuil. Gustave s'assit sur ce fauteuil en cuir, sur cette chaise dont il avait été chassé 30 ans plus tôt. Ma première décision, dit Gustave en regardant tout le monde dans la pièce, sera d'accepter la démission du conseil d'administration actuel. Et afin de redorer le blason de l'entreprise, de contrôler la production et de retirer du marché ce fiasco qu'est le parfum Désir Infini. Je nomme un nouveau PDG qui aura toute autorité. Tous les regards se tournèrent vers moi. Une lueur d'espoir apparut un instant dans les yeux de Louis. Il pensait peut-être pouvoir utiliser notre mariage. Céleste Delaunay, dit Gustave. Louis s'approcha de moi. Sa voix s'était adoucie, il essayait de retrouver son ancien comportement manipulateur. Céleste, ma chérie, écoute, des erreurs ont été commises. Je l'admets. Mais nous sommes mariés. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Cela doit rester dans la famille. Je le regardais. Je regardais ce visage que j'avais aimé autrefois. Et je ne ressentis rien. Ni haine ni amour. Seulement de la pitié. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Ce n'était pas celle que Julien avait préparée pour moi, mais le document que Louis m'avait fait signer lorsqu'il m'avait chassé de la maison. Tu as raison, Louis, dis-je. Notre contrat de mariage est très clair. En cas de déchéance morale, aucune des parties ne peut faire valoir ses droits. Toi et ta famille êtes accusés de vol, de fraude et d'espionnage industriel. Cela signifie donc que je lui ai tapé sur la poitrine avec l'enveloppe. Je demande le divorce. Et en guise de compensation, je veux toutes tes parts personnelles, y compris le château. Louis s'est effondré à genoux. Ce n'était pas une métaphore. Il s'est réellement effondré sur le parquet ciré. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-il. C'est déjà fait, répondis-je. Puis je me tournai vers les agents de sécurité. Faites sortir monsieur Louis, et donnez-lui un carton pour emballer ses affaires. Il n'aura pas besoin de plus. Je croisai le regard de Gustave. Lui, assis à la tête de la table du conseil d'administration, moi debout. Nous avions remporté la victoire. Mais l'histoire ne pouvait s'arrêter là, car Antoine et l'odeur noire étaient toujours en liberté. Et Isabelle, même en prison, continuerait à répandre son venin. J'étais à la tête de l'entreprise, mais les caisses étaient vides. La réputation était au plus bas. Et devant moi s'étendait un immense champ de ruines que je devais reconstruire. Lorsque je m'assis à l'immense bureau en acajou de Louis, le fauteuil portait encore l'odeur de son eau de Cologne bon marché. La première chose que je fis fut de jeter ce fauteuil par la fenêtre, au sens propre du terme. Pendant que les jardiniers le transportaient vers la benne à ordures en bas, j'ai ouvert les fenêtres du bureau en grand. L'air frais de grâce, l'odeur de la terre après la pluie et celle de la tempête qui approchait ont envahi la pièce. Nous avions pris les rênes de l'entreprise, mais que nous restait-il? Il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Les banques avaient gelé les lignes de crédit. Et pire encore, nos entrepôts étaient remplis de milliers de flacons défectueux et malodorants de Désir Infini, produits par Isabelle. Dame déchets toxiques représentant plusieurs millions d'euros qui devaient être détruits. Gustave est venu me voir avec une calculatrice à la main. La situation est pire que nous le pensions, m'a-t-il dit. Si nous ne parvenons pas à commercialiser un produit irréprochable dans les 2 semaines, nous ne pourrons même pas payer les salaires des employés. Le château sera saisi. Tout le monde était paniqué. Mais moi, je souriais. Nous avons un produit, Gustave, ai-je dit. L'héritage volé. Mais ce n'était qu'un échantillon, a-t-il objecté. Nous n'avons pas assez de matières premières pour la production en série. Cette mousse de chêne spéciale que nous utilisons, il faudrait des mois pour en trouver. Non, ai-je répondu. Nous n'allons pas jeter ces horribles parfums qui se trouvent dans l'entrepôt. Nous allons les distiller. Nous allons recycler l'alcool qu'ils contiennent et les flacons en verre. Et cette mousse de chêne, nous n'avons pas besoin de fournisseurs pour la trouver, car je sais où pousse la meilleure mousse. Le lendemain, nous avons lancé la campagne marketing la plus audacieuse de grâce. Je n'ai pas porté de costume lors de la conférence de presse. J'ai enfilé ma blouse de laboratoire blanche. Devant les caméras, j'ai déclaré « Nous avons commis une erreur. Notre famille s'est égarée. Mais aujourd'hui, nous renouons avec nos racines. Nous ne vous vendons pas du luxe, mais de l'authenticité. » Les commandes ont commencé à affluer. Les gens aimaient le scandale, mais ils aimaient encore plus la sincérité. Le parfum héritage volé s'est vendu comme des petits pains avant même d'être produit. Mais ce succès dérangeait beaucoup certaines personnes. Antoine avait été libéré sous caution. L'odeur noire était en train de couler. Sa carrière était terminée. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui n'a plus rien à perdre. Cette nuit-là, je travaillais tard dans l'usine.
Gustave, prétextant que ses vieux os étaient fatigués, était rentré chez lui, c'est-à-dire dans la chambre que je lui avais préparée au château. Il ne restait plus que moi et Pierre, le gardien, dans l'usine. Il était minuit passé. Alors que je travaillais sur une formule, une odeur m'est venue au nez. Non, ce n'était pas une note de parfum. C'était quelque chose de synthétique et de piquant. De l'essence. Et juste après, de la fumée. J'ai vu la fumée avant que l'alarme ne se déclenche. De la fumée noire s'élevait du dépôt. Au feu, ai-je crié en me précipitant dans le couloir. J'ai appelé Pierre, mais il ne répondait pas à la radio. Les flammes se propageaient vers les réservoirs d'alcool. Si elles atteignaient leur cible, toute l'usine exploserait. J'ai attrapé un extincteur, mais les flammes avaient déjà pris de l'ampleur. À ce moment-là, j'ai vu que la porte arrière était ouverte et qu'une ombre s'enfuyait avec un bidon à la main. Antoine. J'ai voulu le poursuivre, mais ma priorité était de sauver l'usine. Je me suis précipité vers la vanne principale pour déclencher manuellement le système d'extinction automatique. La vanne était bloquée. La température augmentait. Mes poumons se remplissaient de fumée. Alors que j'étais sur le point de perdre connaissance, une main s'est posée sur mon épaule. Ce n'était pas Pierre. C'était Gustave. Écarte-toi, a-t-il crié de sa voix forte. Il a accroché sa canne au levier de la vanne et a tiré de toutes ses forces avec la force d'un jeune homme. La vanne a tourné dans un grincement métallique. De l'eau à haute pression a commencé à s'écouler du plafond. Les flammes se sont retirées en sifflant. Gustave et moi nous sommes effondrés sur le sol mouillé. Nous étions tous les deux trempés, le visage couvert de suie. Toi, tous ces jeux. Tu n'étais pas rentré chez toi? Gustave sortit de la poche intérieure de sa veste un vieux carnet à la couverture en cuir brûlé sur les bords. Je ne pouvais pas partir, dit-il, parce que j'avais deviné qu'Antoine allait essayer de brûler cet endroit. Il ne voulait pas seulement détruire l'entreprise, il voulait détruire l'histoire. Surtout celle-ci. Il m'a tendu le carnet. Ce n'était pas le faux carnet volé dans le coffre-fort. Ce n'était pas non plus la copie que j'avais conservée. C'était un journal intime manuscrit datant des années 1970. Qu'est-ce que c'est, Gustave? C'est la raison de mon exil, Céleste, répondit-il. Ses yeux reflétaient la tristesse, illuminés par les flammes. Tout le monde pense que j'ai été renvoyé parce que je m'opposais à la commercialisation. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas été renvoyé. Je suis parti pour protéger Catherine. Il ouvrit le cahier. Il ne contenait pas de formule, mais une lettre. Catherine a commis une erreur à l'époque, expliqua Gustave. En créant notre célèbre parfum Nuit de Paris, elle a utilisé un composant interdit et dangereux, un composant qui provoque des réactions allergiques chez les humains. L'affaire a été étouffée, mais quelqu'un devait être accusé. J'ai dit c'est moi qui ai écrit la formule, Catherine n'était pas au courant. J'ai endossé la responsabilité. Et en échange, elle m'a rayé de sa vie. J'étais sous le choc. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Parce qu'à l'époque, la maison de Launay n'était pas seulement une entreprise, a répondu Gustave. C'était notre famille. Et j'aimais ma sœur, mais elle a considéré mon sacrifice comme une faiblesse. Et au fil des ans, son cœur s'est endurci. Elle a élevé Louis et Isabelle à son image, comme des monstres sans cœur. Gustave se leva et me tendit la main. Mais toi, tu es différente, Céleste. Même si tu ne portes pas le sang de ta famille, tu portes son âme. Si cette usine n'a pas brûlé, c'est grâce à toi. Antoine s'est peut-être enfui, mais il a laissé des traces. Et cette fois, il n'y aura pas de pitié. Le lendemain matin, la police a retrouvé le briquet d'Antoine sur les lieux de l'incendie et son visage clairement visible sur les caméras de sécurité. Antoine a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir à la frontière. Cette fois, il n'y aurait pas de caution. L'incendie criminel et la tentative de meurtre le maintiendraient derrière les barreaux pendant des années. L'usine avait été sauvée. Mais le véritable miracle était l'autre secret que Gustave m'avait confié cette nuit-là. Tu as parlé de mousse de chêne, dit Gustave en regardant l'usine qui fumait dans le soleil matinal. Tu te souviens du terrain rocheux derrière ma maison de montagne? Pourquoi crois-tu que je ne l'ai vendu à personne depuis 30 ans? Mes yeux s'écarquillèrent. C'est là que poussent les lichens les plus purs au monde, Céleste. Je les récolte depuis des années et je les stocke dans des grottes. Dame Tonne. Nous n'avions pas seulement une marque entre les mains, mais aussi la matière première la plus précieuse au monde. Et Louis. Ah, Louis. Il refusait de signer les papiers du divorce. Il essayait par tous les moyens de ne pas céder le château. Mais le journal intime de Gustave, l'ancienne faute de Catherine. Si cela venait à être révélé, Louis perdrait le peu de crédibilité qui lui restait. Le lendemain, nous étions dans le bureau de l'avocat Monsieur Renard. Louis était assis à l'autre bout de la table, tel un empereur déchu. Il avait les yeux cernés, les mains tremblantes, mais il restait obstiné. Il repoussa le protocole de divorce devant lui. « Je ne signerai pas, dit-il. Tu as pris l'entreprise, tu as pris mes actions. Mais tu ne peux pas prendre le château.
Ce château est le foyer de la famille Delaunay depuis 300 ans. Je ne le laisserai pas à la fille d'un fleuriste. Gustave regardait par la fenêtre. Sans se retourner, il dit: ce château est un cimetière bâti sur des mensonges, Louis. Je sortis de mon sac le journal aux pages brûlées. Le journal que Gustave avait sauvé des flammes dans le chapitre 6, celui qui contenait les aveux de sa mère Catherine. Tu as raison, Louis, dis-je. Ce château renferme beaucoup de souvenirs. Par exemple, des souvenirs de 1974. Je posai le journal sur la table, juste devant lui. Les souvenirs où ta mère raconte qu'elle a utilisé du concentré de bergamote interdit dans le parfum Nuit de Paris, et qu'elle a rejeté la faute sur oncle Gustave lorsque des centaines de femmes ont eu des brûlures permanentes sur la peau. Louis regarda le journal. Il devint blanc comme un linge. C'est une calomnie, balbutia-t-il. C'est l'écriture de ta mère, dis-je. Si ce journal est divulgué à la presse, tu ne perdras pas seulement le château, Louis. Le nom de Launay sera effacé de l'histoire de France. Toutes ces victimes, ou leurs enfants, saisiront même les pierres tombales de ta famille pour obtenir des dommages et intérêts. Le silence s'installa dans la pièce. Seul le tic-tac de l'horloge murale se faisait entendre. Louis savait qu'il avait joué le plus grand pari de sa vie et qu'il avait perdu. Il prit le stylo. Ses mains tremblaient tellement qu'il déchira le papier en signant. Mais il signa. Les clés. Dis-je en tendant la main. Il sortit de sa poche le lourd trousseau de clés en fer. Il le déposa dans ma paume. La froideur du métal me brûla la peau. Es-tu heureuse? Demanda-t-il en sortant. Tu as tout pris. Mais tu vas te retrouver seule dans ce grand château, Céleste. Tu vas mourir de froid. Ne t'inquiète pas, Louis, ai-je répondu. J'aime le froid. Il me maintient en vie. Ce soir-là, je me rendis au château. Les domestiques étaient partis. Louis avait emporté les tableaux et l'argenterie de valeur, mais cela m'était égal. Les murs m'appartenaient. Le laboratoire m'appartenait. Et surtout, la liberté m'appartenait. Je suis sorti dans la chambre, sur cet immense balcon. Grasse s'étendait sous mes pieds. J'ai pris une profonde inspiration, voulant m'imprégner de l'odeur de la victoire. Et à ce moment-là, le monde s'est arrêté. J'ai pris une grande inspiration. Mais je n'ai rien senti. J'ai réessayé. Les jasmins du jardin, la terre après la pluie, même l'odeur du vin dans ma main. Il n'y avait rien. C'était comme si toutes les odeurs du monde avaient disparu. Je ne sentais plus qu'une odeur métallique et cendrée, vestige de la nuit de l'incendie. Paniqué, je me suis précipité dans la cuisine. J'ai ouvert le pot de café. J'ai plongé mon nez dedans. Rien. J'ai coupé un citron. Rien. J'ai renversé la bouteille de vinaigre. Rien. Anosmie. Cécité olfactive. Le feu allumé par Antoine n'avait pas brûlé mes poumons, mais ma vie. Les produits chimiques contenus dans la fumée avaient temporairement ou définitivement paralysé mes récepteurs olfactifs. Pour un nez. C'était comme si un pianiste avait perdu ses mains. J'étais devenu aveugle. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'au petit matin. La malédiction de Louis semblait s'être réalisée. J'avais tout, mais rien n'avait de goût. Le lendemain matin, Gustave m'a trouvé dans le laboratoire. Mes yeux étaient gonflés. Je lui ai expliqué la situation. C'est fini, Gustave, lui ai-je dit. La production en série de l'héritage volé va commencer. Je dois faire les derniers contrôles. Mais je ne peux même plus distinguer le vinaigre de l'eau. L'entreprise va faire faillite. Gustave a souri. Ce n'était pas un sourire compatissant. C'était le regard d'un maître vers son apprenti. Ton nez est ta mémoire, Céleste, m'a-t-il dit. La formule est dans ton esprit. Tu connais les proportions. Et à tes côtés, même s'il est rouillé depuis 30 ans, il y a un autre nez qui porte encore le sang de cette famille. Cette semaine-là fut la plus difficile de ma vie. À l'usine, je me tenais devant les chaudières. Les ouvriers m'apportaient des échantillons. Je faisais semblant de les sentir, je jouais la comédie. Puis, sans le dire, je regardais Gustave. Si Gustave tapait légèrement sa canne sur le sol, cela signifiait approuver. S'il fronçait les sourcils, cela signifiait refuser. Gustave était mon nez. Moi, j'étais ses mains et sa voix. Et l'héritage volé est sorti sur le marché. Dans les bouteilles, il y avait cette infusion de mousse de chêne de 40 ans d'âge que nous avions extraite des grottes de Gustave. Nous n'avons pas fait de publicité. Juste une bouteille noire, simple. Avec une seule phrase en lettres dorées, les vérités ne disparaissent jamais. La première semaine, les stocks ont été épuisés. La deuxième semaine, les distributeurs japonais et américains faisaient la queue devant notre porte. Le monde de la parfumerie était sous le choc. Ce parfum était comme une gifle au parfum moderne, synthétique et sucré. Il était profond, sombre, sophistiqué et incroyablement persistant. Mes comptes bancaires ont commencé à se remplir. Les dettes de l'entreprise ont été remboursées. J'ai distribué des primes aux employés. Lorsque je me promenais dans les rues de Grasse, on ne m'appelait plus la mariée répudiée, mais Madame Delaunay. On me saluait avec respect.
Un mois plus tard, je prenais mon petit déjeuner sur le balcon. Gustave était à mes côtés, en train de lire son journal. Il y avait du jus d'orange fraîchement pressé sur la table. J'ai porté le verre à mes lèvres. Et soudain, cette explosion acidulée, sucrée et épicée m'a envahi le cerveau. L'odeur était revenue. Mes yeux se sont remplis de larmes. Gustave, ai-je murmuré. Orange. Gustave a baissé son journal. Ses yeux se sont illuminés. Bienvenue, Céleste, a-t-il dit. La victoire était totale. J'avais retrouvé la santé. Ma fortune avait doublé. Mes ennemis avaient disparu. Du moins, c'est ce que je croyais. Cet après-midi-là, ma secrétaire entra dans la pièce avec une étrange enveloppe à la main. Il n'y avait pas de timbre sur l'enveloppe. Seul mon nom y était inscrit. Et l'enveloppe était en papier prison. Il vient de la prison de Marseille, madame, m'a dit ma secrétaire. Voulez-vous le renvoyer? Non, répondis-je. Je pris l'enveloppe. La note à l'intérieur était écrite de la main d'Isabelle avec son écriture enfantine et décorée. Il n'y avait qu'une seule phrase: c'est bien de gagner, ma belle-sœur. Mais il manque une page dans le journal de ma mère. Si tu savais qui est mentionné dans cette page, tu ne pourrais pas dormir une seule nuit dans ce château. Mon sang se glaça. Je regardais Gustave. Nous avions vérifié ensemble les pages du journal cette nuit-là. Il n'y avait aucune page déchirée. Ou peut-être y en avait-il une. Isabelle bluffait-elle? Ou bien la famille de Launa y avait-elle un secret encore plus sombre et sanglant que les incendies des années 1970? Dans un instant, je vais vous raconter ma confrontation tendue avec Isabelle en prison, l'indice effrayant que j'ai trouvé en cherchant la page manquante, et le véritable cadavre qui gisait sous les champs de fleurs de grâce. Préparez-vous, car cette histoire est sur le point de passer du parfum au sang. Si vous étiez à ma place, comment auriez-vous géré ces événements? N'oubliez pas de laisser un commentaire. La salle des visites de la prison de Marseille était l'endroit le plus malodorant au monde. La moisissure, les produits d'entretien bon marché et le désespoir. Alors que mon odorat venait de retrouver ses capacités, cette odeur me donnait la nausée. Mais là, derrière la vitre, le sourire tordu d'Isabelle était encore plus dérangeant que l'odeur. Dans sa combinaison orange de détenue, il ne restait plus rien de l'ancienne princesse gâtée. Mais la lueur de folie dans ses yeux était encore plus brillante. « Tu es venue, dit-elle en portant le combiné à son oreille. Ton odorat est revenu. Je le sens. Tu sens la victoire. Mais dans les notes de fond, il y a de la peur. Je n'ai pas peur, Isabelle, répondis-je froidement. Je suis juste venu te demander ce que cela signifie. Si tu bluffes, je peux rendre les conditions de ta détention encore plus difficiles. Elle éclata de rire. Elle rit si fort que le gardien lui lança un regard d'avertissement. Du bluff? Ah, Céleste, tu es vraiment naïve. Tu as lu le journal de ma mère, n'est-ce pas? L'histoire de la formule interdite. Eh bien, cela t'a-t-il semblé plausible? Ma mère Catherine aurait-elle pu être assez cruelle pour effacer Gustave, son propre frère, de sa vie, pour le détruire, à cause de quelques brûlures au visage? Elle s'approcha de la vitre, son souffle embuant la surface. Il y a un nom sur cette page, Céleste. Élise. Élise Vasseur. Demande ce nom à Gustave. Demande-le lui et observe son visage de vieillard devenir livide. Qui est cette Élise? Demandai-je. C'est la véritable créatrice de la Formule 1, murmura Isabelle. Et aujourd'hui, elle fait partie du paysage de cette terrasse où tu bois ton café tous les matins. Les fleurs, elles ne s'épanouissent pas aussi joliment avec seulement de l'engrais, Céleste. Parfois, il faut du sang. Elle raccrocha le téléphone et se retourna. Alors que le gardien l'emmenait, elle me jeta un dernier regard et articula un seul mot: Creuse. Quand je suis sortie de la prison, mes mains tremblaient. Cela ne pouvait pas être une simple calomnie. Isabelle était prête à dire n'importe quoi pour me faire sortir de ce château, mais l'assurance avec laquelle elle avait prononcé le nom Élise. C'était vrai. Quand je suis retournée au château, c'était le soir. Gustave était assis près de la cheminée dans la bibliothèque. Je me suis approchée de lui. Je lui ai demandé sans détour qui est Élise Vasseur, Gustave. Le verre de cognac que Gustave tenait à la main tomba par terre et se brisa en 1000 morceaux. C'était l'homme le plus fort et le plus inébranlable que j'avais jamais vu. Mais à cet instant, il s'effondra sur son fauteuil comme s'il avait reçu une balle invisible dans la poitrine. Toi, dit-il d'une voix rauque, où as-tu entendu ce nom? C'est Isabelle qui me l'a dit. Elle m'a dit qu'il manquait une page dans le journal et qu'Élise était sous les fleurs. Gustave se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Il pleurait. Élise, dit-il après un long silence. Elle était mon assistante. Non, elle était plus que mon assistante. Elle était ma muse. Nous étions amoureux l'un de l'autre, Céleste. Elle était comme toi, un talent inné. C'est elle qui a créé le parfum Nuit de Paris. Gustave se leva et se dirigea vers la cheminée en tremblant. C'était en 1974. Catherine voulait changer la formule d'Élise.
Elle voulait utiliser des ingrédients moins chers, plus synthétiques. Élise refusa. Je ne trahirai pas mon art, je le dirai à la presse, dit-elle. Et puis, un soir, ils se disputèrent. Une violente dispute éclata. J'étais à Paris à ce moment-là, à un salon professionnel. Gustave s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang. À mon retour, Élise n'était plus là. Catherine m'a dit qu'elle avait été transférée dans une entreprise concurrente, qu'elle m'avait quittée et était partie en Italie. Elle m'a montré une lettre d'adieu écrite de la main d'Élise. J'ai été convaincue. Je l'ai cherchée pendant des années, mais je ne l'ai pas trouvée. Puis le scandale des brûlures cutanées a éclaté. Quand Catherine m'a accusée, je n'ai pas résisté, car Élise était partie, ma vie n'avait plus de sens. Je suis partie en exil, mais Isabelle dit qu'elle n'est pas partie. Ai-je murmuré. Le journal, dit soudain Gustave. Où est le journal? Je courus vers le coffre-fort. J'apportai le journal. Gustave ouvrit le cahier aux pages brûlées, les mains tremblantes. Il examina les pages une à la lumière. Ici, dit-il en montrant la page datée du 14 juillet 1974. La page n'a pas été déchirée. Elle a été coupée au rasoir. C'est tellement net qu'on ne le remarque pas. Alors, où est la page manquante? Gustave a balayé la pièce du regard. Son regard s'est arrêté sur l'immense tableau à l'huile au-dessus de la cheminée. Le portrait de jeunesse de Catherine. Ce célèbre tableau où elle tient un bouquet de jonquilles. Catherine était narcissique, dit Gustave. Elle ne cachait pas ses secrets, elle les exposait. Regarde le tableau, Céleste. Là où se trouvent les muguets. Nous avons décroché le tableau. Nous avons retiré le lourd cadre doré. Derrière la toile, coincé entre les lattes du châssis en bois, se trouvait un morceau de papier jauni et froissé. Gustave prit le papier. Il n'osa pas le lire. Il me le tendit. J'ai déplié le papier. Ce n'était pas une confession. C'était un arrêt de mort. C'était l'écriture de Catherine, 14 juillet, minuit. Élise m'a menacée. Elle a dit qu'elle allait détruire l'entreprise. Je devais la faire taire. Impossible de faire croire à un accident. Je l'ai poussée. Je l'ai simplement poussée dans les escaliers. Elle s'est brisé le cou. Elle était très silencieuse. Gustave arrivera demain matin. Je dois m'en occuper avant son arrivée. Je l'ai enterrée au pied du champ de ses fleurs préférées, les lys dorés. À l'endroit où se trouvait l'ancien puits. J'ai versé de la chaux dessus. Elle fait désormais partie de la terre. Et les lys qui se nourrissent de son sang exhaleront le plus beau parfum du monde. Le papier m'a glissé des mains et est tombé par terre. Une nausée m'envahit tout le corps. Depuis des années, nous fabriquions des parfums à partir des fleurs cueillies dans ce champ. Le parfum célèbre et envoûtant des parfums de Launaï. Se nourrissait-il vraiment d'un cadavre? Gustave était comme un fantôme. Il est ici, murmura-t-il. Depuis 40 ans. Je suis passé devant ce champ tous les jours. J'ai marché dessus. Que faisons-nous? Ai-je demandé. Ma voix ne semblait pas être la mienne. Nous ne pouvons pas aller voir la police, dit Gustave. Sa voix était devenue dure. Si nous allons voir la police, l'entreprise fermera. Milliers de personnes se retrouveront sans emploi. La marque disparaîtra. Tu n'iras pas en prison, mais ton héritage deviendra une scène de crime. Gustave, on ne peut pas rester assis sur un cadavre. C'est maudit. Nous devons d'abord nous en assurer, a dit Gustave. Dans ses yeux, la douleur avait laissé place à une terrible détermination. Peut-être que Catherine est simplement devenue folle. Peut-être qu'elle a juste écrit un roman fantastique. Nous devons trouver Céleste. Nous devons y aller. À minuit, nous étions dans le champ derrière le château. La lune était pleine. L'odeur lourde et étourdissante des hyacinthes me donnait le vertige. Cette odeur que j'aimais tant autrefois me rappelait maintenant la mort. Gustave, une pelle à la main, se tenait près du vieux couvercle de puits asséché au milieu du champ. Au fil des ans, la terre avait recouvert le couvercle. Nous avons commencé à creuser la terre. Chaque coup de pelle me transperçait le cœur. La terre était molle. Très molle. 1 mètre. 2 mètres. La pelle de Gustave heurta quelque chose de dur. Un bruit métallique. Gustave s'est arrêté. Il m'a regardé. J'ai braqué ma lampe dans le trou. Sous la terre, il y avait une boîte métallique rouillée. Et juste à côté de la boîte, des morceaux de tissu. Du tissu non synthétique provenant d'une robe des années 70. Et des os. Je fermais les yeux. Mon Dieu. Mais à ce moment-là, Gustave m'a attrapé par le bras et m'a tiré vers lui. Éteins la lampe, m'a-t-il chuchoté. Quoi? Chut, il y a quelqu'un. J'ai éteint la lampe. Dans l'obscurité, à l'autre bout du champ, près du mur du jardin du château, une ombre a bougé. Une cigarette s'est allumée. Puis, une voix familière, très familière, a rompu le silence de la nuit. Je vous l'avais dit la voix. Certaines choses auraient dû rester enfouies. Cette voix n'était pas celle d'Isabelle. Ce n'était pas non plus la voix de quelqu'un qui aurait dû être en prison.
C'était la voix de quelqu'un de beaucoup plus proche, de quelqu'un que nous pensions être de notre côté. Sortant de l'obscurité, un pistolet à crosse argentée à la main, ce n'était ni un étranger ni un fantôme. C'était le secret de famille, celui qui siégeait à notre table depuis des années. L'avocat qui gardait nos secrets, Monsieur Renard. Il portait son costume impeccable habituel. Mais ses pantalons étaient maculés de boue. Le masque professionnel et impassible qui recouvrait son visage avait disparu, laissant place à une pure cupidité. Gustave, dit-il en pointant son arme vers nous, je t'ai toujours dit que tu étais intelligent. Mais parfois, la curiosité tue non seulement le chat, mais toute la famille. Gustave serra fermement la pelle qu'il tenait dans sa main. Tu, dit-il d'une voix rauque, tu savais où Élise était enterrée. Renard rit, un rire sec et sans âme. Si je le savais. C'est moi qui ai creusé cette fosse, Gustave. Catherine ne voulait pas se casser les ongles. Elle a juste donné l'ordre, je l'ai exécuté, comme je le fais depuis 40 ans. Mon sang se glaça. Cet homme n'était pas seulement un conseiller juridique, c'était un complice. Donnez-moi la boîte, dit Renard en pointant le canon sur ma poitrine. Nous brûlerons son contenu et fermerons ce maudit champ. En échange, je vous épargnerai la vie. Sinon, cet endroit est assez grand pour accueillir 3 tombes. Gustave voulut se précipiter, mais je le retins par le bras. Nous ne pouvions pas attaquer un homme armé avec une pelle. Je ramassai la boîte. Le métal rouillé me coupait les mains. Ouvre-la, a dit Renard. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Catherine m'avait seulement dit des documents qui garantiront notre avenir. Les mains tremblantes, j'ai forcé le couvercle de la boîte. Les charnières rouillées ont grincé en s'ouvrant. Il n'y avait ni bijoux ni argent dans la boîte. Seulement une couverture de bébé emballée dans un sac hermétique. Le collier d'émeraude qu'Élise portait cette nuit-là, un document officiel. En voyant le collier, Gustave s'est mis à sangloter comme un enfant. Mais mon regard s'est posé sur le document. C'était un acte de naissance. Date 12 juillet 1974. 2 jours avant le meurtre d'Élise. Père Gustave de Launay. Mère Élise Vasseur. Nom de l'enfant, Louis Delaunay. Le monde s'est écroulé sous mes pieds. J'ai levé la tête et j'ai regardé Gustave. Lui aussi avait vu le document. Ses yeux étaient écarquillés. Louis, murmura Gustave. C'est mon fils. Renard regarda le document avec stupéfaction. De toute évidence, lui non plus n'était pas au courant. Catherine avait caché son plus grand secret, même à son avocat. Mon Dieu, dit Renard en baissant légèrement son arme. Catherine savait qu'elle était stérile. Elle l'avait caché à son mari. Quand Élise est tombée enceinte, Catherine n'a pas seulement éliminé une rivale, elle a aussi éliminé la mère de son futur héritier. Elle a pris le bébé. Elle l'a fait enregistrer comme son propre fils. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans mon esprit comme un horrible casse-tête. Louis n'était pas le fils de Catherine. Catherine avait tué la vraie mère de Louis, envoyé son père en exil et élevé le bébé qu'elle avait volé, Louis, de manière à ce qu'il déteste son propre père. Louis avait passé toute sa vie à appeler maman la meurtrière de sa mère et à considérer son propre père comme un traître à la famille. Gustave s'effondra à genoux. J'ai été l'ennemi de mon fils, de mon propre fils. Je l'ai humilié, je l'ai déshérité, alors qu'il était le trésor qu'Élise m'avait confié. Renard surmonta son étonnement. Il releva son arme. Cette nouvelle information n'était pas une menace pour lui, mais une opportunité encore plus grande. C'est formidable, dit-il avec un sourire sournois. Avec ce document, je peux contrôler Louis totalement. Je peux le faire chanter pour qu'il me cède toute la société. Merci, Céleste. Maintenant, donne-moi la boîte. Renard fit un pas vers moi. Ses yeux étaient rivés sur la boîte. Son attention était détournée. À ce moment-là, l'odeur lourde et étouffante des hyacinthes dans le champ me donna une idée. La nuit, les hyacinthes ne libéraient pas de dioxyde de carbone, mais un gaz éthylène très concentré. Et nous étions dans un ancien puits, c'est-à-dire dans une fosse fermée et profonde. Je dirigeai soudainement la lampe de poche que je tenais vers les yeux de Renard. Le faisceau lumineux éclata dans l'obscurité comme un flash. Renard a instinctivement levé le bras pour se protéger le visage. Espèce de salope, a-t-il crié. 7 secondes d'aveuglement suffit. Je lui lançai de toutes mes forces la boîte métallique rouillée que je tenais dans ma main. La boîte heurta sa pommette. Renard trébucha, son pied se prit dans la terre meuble que nous avions creusée et il tomba dans la fosse ouverte derrière lui. Sur les os d'Élise. Son arme lui échappa des mains. Gustave bondit dans la fosse en rugissant comme un lion. Le vieil homme à la canne avait disparu. À sa place se tenait un père enragé, déterminé à mettre en pièces le complice du meurtrier de la femme qu'il aimait. Il attrapa Renard à la gorge. « C'est toi qui l'as enterré !» criait Gustave. « Tu l'as enterré de tes propres mains. » Renard se débattait, mais il n'avait aucune chance face à la colère de Gustave. Je dus m'interposer.
Gustave ne pouvait pas devenir un meurtrier. Gustave, arrête, ai-je crié. Si tu le tues, Louis ne saura jamais la vérité. Tu le dois à Louis. Louis, ce nom était la seule chose qui pouvait arrêter Gustave. Il relâcha son étreinte. Renard gisait, haletant, parmi la boue et les os. Nous l'avons sorti du puits. Nous lui avons attaché les mains avec sa cravate et les pieds avec sa ceinture, alors que les premières lueurs du jour apparaissaient sur Grasse. Nous sommes retournés au château avec la boîte métallique dans les mains et l'avocat ligoté dans le coffre. Le château était silencieux. Louis avait demandé un dernier jour pour rassembler ses affaires. Il était probablement en train de dormir dans la bibliothèque. Nous nous sommes arrêtés à la porte avec Gustave. Les mains de Gustave tremblaient. Il était couvert de boue, mais cela lui était égal. Comment vais-je lui dire? Demanda Gustave. Comment vais-je lui dire, je ne suis pas ton oncle, je suis ton père, et la mère que tu vénères est en fait la meurtrière de ta vraie mère. Tu lui diras la vérité, répondis-je. Les mensonges ont empoisonné cette famille, Gustave. Seule la vérité peut les guérir. Nous sommes entrés dans la bibliothèque. Louis était là. Il était assis devant les cendres éteintes de la cheminée, un verre de whisky à la main. En nous voyant, il n'a même pas été surpris par l'état de Renard ni par notre apparence misérable. Il était tellement épuisé. Qu'y a-t-il encore? A demandé Louis sans lever la tête. Que voulez-vous de plus? Mon rein? Gustave s'avança vers Louis, lentement, avec crainte. Il s'arrêta devant lui. Il tendit la main et, pour la première fois, le toucha non pas comme un ennemi, mais comme un morceau de lui-même. Il lui caressa les cheveux. Louis, dit Gustave. Sa voix se brisa. Mon fils. Louis sursauta. Tu es ivre, Gustave? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Gustave posa le certificat de naissance sorti de la boîte métallique sur la table. À côté, il déposa le collier d'émeraude d'Élise. Lisse-le, dit-il. Louis prit le document. Ses yeux parcoururent les lignes. Il fronça les sourcils. Puis il rit. Un rire nerveux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un faux document. Vous allez maintenant me déclarer bâtard et me rayer complètement de l'héritage? Regarde les dates, Louis, dis-je, et demande à Renard. Il sait tout. Renard, attaché dans un coin, secoua la tête avec effroi. C'est vrai, marmonna-t-il. Catherine t'a volé, Louis. Élise était ta mère. Gustave était ton père. Catherine, c'était un monstre. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Louis. La colère, le déni, le choc et enfin, la destruction. Il laissa tomber son verre. Il se leva, regarda le document, puis regarda Gustave. C'était comme s'il se regardait dans un miroir. Les mêmes yeux, le même nez, la même posture. Comment avions-nous pu ne pas le voir? Ma mère, dit Louis d'une voix aussi faible que celle d'un enfant. Ma mère m'a-t-elle volé? A-t-elle tué ma vraie mère? Gustave ouvrit les bras. Louis, cet homme arrogant et prétentieux de 40 ans, se transforma soudain en un enfant de 5 ans perdu. Il se jeta dans les bras de Gustave et se mit à sangloter. Ce matin-là, alors que le soleil se levait sur le château de Launay, la glace de la haine fondit. Il ne restait plus ni entreprise, ni argent, ni vengeance. Il n'y avait plus que 2 hommes blessés, enlacés, dont la vie avait été volée, et moi qui les observais. Mais l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là, car justice n'avait pas encore été rendue. Catherine était peut-être morte, mais ses complices étaient toujours en vie. Et Isabelle? Ah, Isabelle! Elle connaissait ce secret. Elle le savait et elle avait gardé le silence. Tout cela a une fin. Je vais vous raconter le grand procès qui a débuté avec les aveux de monsieur Renard. La dernière initiative d'Isabelle en prison et comment Louis, accompagné de son vrai père, est entré dans le laboratoire et a terminé le parfum inachevé de sa mère Élise quand le s'imbu. Si vous êtes prêts pour le grand final, je commence mon récit. En descendant les marches de pierre froide du tribunal de grâce, je n'entendais ni les flashs ni les cris derrière moi. Le silence en moi était bien plus fort que le bruit à l'extérieur. Monsieur Renard, l'avocat irréprochable de la famille de Launay, venait d'être menotté et emmené hors de la salle d'audience. Il allait être jugé non seulement pour complicité de meurtre, mais aussi pour chantage, falsification de documents et détournement de fonds. Les documents trouvés dans cette boîte rouillée et le témoignage de Gustave avaient transformé sa brillante carrière en cercueil. Isabelle, son dernier coup avait été un coup de feu tiré sur sa propre jambe. Elle pensait qu'en dénonçant la tombe d'Élise, elle allait couler l'entreprise et moi avec. Mais elle avait oublié une chose, la vérité fait mal, mais elle ne tue pas. Les mensonges, eux, tuent. Grâce à sa dénonciation, Louis avait retrouvé sa véritable identité, Gustave avait retrouvé son fils et la malédiction qui pesait sur l'entreprise avait été levée. Isabelle, celle qui avait trahi sa famille, volé son héritage et commis un délit de complicité, purgerait sa peine dans une cellule individuelle, une pièce sans miroir. Sa plus grande punition n'était pas la prison, mais l'oubli.
Lorsque nous sommes retournés au château, l'atmosphère était différente. L'air lourd et lugubre avait disparu, remplacé par le sel de la mer et la fraîcheur des citronniers. Louis et Gustave, le père et le fils. Je les ai trouvés dans le laboratoire. Louis portait sa blouse blanche. Mais cette fois-ci, il n'avait pas l'air d'un patron arrogant, mais plutôt d'un étudiant, d'un apprenti. Gustave, quant à lui, travaillait devant cette balance sensible qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Non pas avec des mains tremblantes, mais avec des gestes assurés. Comme un maestro. Ils s'arrêtèrent lorsqu'ils m'aperçurent. C'est fini, demanda Louis. Sa voix était calme. L'inquiétude et la colère qui habitaient habituellement son regard avaient disparu. C'est fini, répondis-je. Renard a tout avoué. La tombe de Catherine ne sera pas ouverte, mais les livres d'histoire seront réécrits. Gustave sourit. Il montra la petite bouteille rouge foncé posée sur la table. Nous aussi avons terminé, dit-il. Nous avons terminé la chanson qu'Élise avait laissée inachevée. Je me suis approché d'eux. Un seul nom était écrit à la main sur la bouteille, L.I.S.E. C'est un parfum, dit Louis en prenant la bouteille dans sa main, la dernière formule de ma mère, Élise. Hyacinthe, orange sanguiné. Il me regarda. Et cette dernière note manquante que tu as découverte avec ton célèbre nez. La salicorne. Ils ont ouvert le bouchon du flacon. Le parfum qui se répandit dans la pièce était plus qu'un simple parfum. Il effaçait l'ambition de Catherine, la trahison de Renard, la jalousie d'Isabelle et la solitude de Louis. Il était amer, mais doux. Il était sombre, mais plein d'espoir. Tout comme la vie. Nous ne le vendrons pas. Dis-je. Louis a hoché la tête. Non, ce n'est pas à vendre. Cela restera uniquement dans notre famille. En mémoire d'Élise. Un an plus tard d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création de la maison de Launay. Une grande fête est organisée dans le jardin du château. Mais cette fois-ci, les invités ne sont pas des aristocrates snobs. Ce sont nos ouvriers d'usine. Les agriculteurs locaux de Grasse et de jeunes parfumeurs talentueux venus des 4 coins du monde. J'ai complètement transformé l'entreprise. Nous ne produisons plus uniquement des parfums de luxe. Nous avons également créé l'Académie Gustave Delaunay. Nous formons des jeunes qui ont un don pour les odeurs, mais qui n'ont pas les moyens. Louis est à la tête de l'Académie. Il enseigne à ses élèves non seulement la chimie, mais aussi l'honnêteté. Gustave, il n'est plus le fantôme du château, mais l'invité d'honneur. Chaque matin, il boit son café sur la terrasse, face à la tombe d'Élise, et sourit paisiblement. Moi, Céleste. Moi qui étais autrefois cette femme désespérée, abandonnée devant la porte. Je suis aujourd'hui la reine du plus grand empire de Grasse. Mais ma couronne n'est pas en or, elle est faite de fleurs. Louis et moi avons divorcé. Sur le papier, nous ne sommes plus mari et femme. Mais nous sommes les meilleurs partenaires commerciaux que l'histoire ait connus. Et peut-être même des amis. Si vous me demandez si la vengeance est un plat qui se mange froid, je vous répondrai non. La vengeance est une perte de temps. La véritable victoire consiste à construire, sur les ruines de ses ennemis, un jardin bien plus beau et bien plus solide qu'eux. Ils ont essayé de voler, j'ai créé. Ils ont essayé de cacher, j'ai révélé. Ils ont essayé de détruire, j'ai fait vivre. Cette histoire s'achève ici, mes amis, mais les parfums sont éternels. Quoi qu'il arrive dans votre vie, même si vous touchez le fond, gardez toujours le nez en l'air, car la direction du vent peut changer à tout moment. Merci de m'avoir accompagné dans ce long voyage, d'avoir partagé ma colère et ma victoire. Si cette histoire vous a rappelé votre propre force, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec vos proches. Et n'oubliez pas, les plus belles histoires sont celles qui n'ont pas encore été écrites. Peut-être que la prochaine histoire sera la vôtre. Avec toute mon affection depuis Grasse. Au revoir.